Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au Bénin. Le dossier du jour s'intéressera à l'industrie cinématographique du pays. Et au sommaire également de cette émission, l'élection présidentielle au Cameroun doit avoir lieu en 2018. Mais déjà, les militants du parti au pouvoir, le RDPC, appellent le président Paul Biya à présenter sa candidature. Et l'élection présidentielle au Niger, quant à elle, doit avoir lieu ce 21 février. Parmi les candidats, Amadou, ancien compagnon politique du président Mahamadou Issoufou. Il sera le 21 février face à lui dans les urnes, mais depuis la prison de Filingwe où il est incarcéré pour trafic de bébés. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité et réalisateur béninois Sylvestre Amoussou. Monsieur Amoussou, bienvenue. Bonjour. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Gratien Roukindekiza. Gratien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Jean-François Akanji-Kombe. Jean-François, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Cameroun, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, multiplient depuis quelques semaines des appels à candidature. Ils invitent en effet le président Paul Biya à briguer un 7e mandat. Ils sollicitent également une anticipation de la présidentielle de 2018. Explication avec ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardounka. Depuis quelques semaines, des motions de soutien et appels à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle fusent. Des appels initiés par les membres du gouvernement et les élites et responsables de base du RDPC, le parti au pouvoir. Pour les militants du RDPC, ces appels sont légitimes et répondent aux besoins de consolidation des acquis et d'achèvement des différents projets engagés. Pour les politologues, par contre, il s'agit d'une vieille stratégie politique. C'est une vieille technique de communication politique et de mobilisation qui vient de la période du parti unique qui a été sophistiquée dans les années 1970 à partir de 1975. Cela permet aux partis au pouvoir et à ses réseaux d'occuper l'espace et de structurer l'agenda politique. Au-delà de ces appels à candidature, les militants du RDPC invitent le président Paul Biya à anticiper la présidentielle de 2018. Une démarche que l'opposition et une partie de l'opinion publique trouvent curieuse et antidémocratique. Le scrutin de 2018 pourrait cependant être anticipé à condition que le chef de l'État modifie la Constitution. Le mandat présidentiel tel qu'il a été acquis par le président Paul Biya est un mandat qui ne peut pas faire l'objet d'une abrogation en dehors d'une nouvelle révision constitutionnelle autorisant qu'on puisse anticiper l'élection présidentielle. Au Cameroun, la loi fondamentale ne limite pas le nombre de mandats présidentiels qui est de 7 ans. Le président Paul Biya pourrait répondre à l'appel de ses militants lors du prochain congrès ordinaire de son parti qui devrait en principe se tenir cette année. Il pourrait alors se présenter à la prochaine élection présidentielle face à une opposition divisée. Gratien, un appel à la candidature qui rappelle plus ou moins ce qui s'était passé au Rwanda avec le président Paul Kagame. Oui, cela se fait souvent parce que les présidents aiment bien que ce soit, entre guillemets, le peuple qui appelle à ce qu'il se représente. Et là, ça se passe dans un petit village où on ne peut pas vraiment, c'est pas la grande ville, on peut se dire que c'est tout le monde qui a appelé à sa candidature. Comme on le dit, c'est le peuple qui l'a demandé, mais on sait toujours, c'est une façon de communiquer, c'est une façon d'occuper l'espace pour dire, voilà, si je me présente, c'est parce que le peuple demande, mais en même temps, c'est en réalité, on sait bien, cela se passe avec les communicants, les gens qui vont voir pour demander aux gens de s'exprimer, surtout que ce sont des gens de son parti. Donc, c'est souvent connu, ça s'est passé dans plusieurs pays, ça va continuer à se passer en Afrique. Oui, Jean-François, rien d'étonnant, rien de nouveau, puisque ce sont les militants de son propre parti qui appellent Paul Biya à se présenter, puisque, rappelons-le, contrairement à d'autres pays africains, le président camerounais peut se présenter ad vitam aeternam, puisque la Constitution ne limite pas les mandats du président. Précisément, c'est ce qui, Amira, rend la chose un peu curieuse. Vous avez évoqué tout à l'heure un parallèle avec le président Kagame, mais les choses sont un peu différentes. Nous étions
étions là dans un contexte où le président ne pouvait faire que 2 mandats. Constitutionnellement, il lui était interdit d'aller à un autre mandat. Donc il a tenté cette opération, en tout cas on a tenté pour lui, de manière réussie, à lever le peuple en amont pour pouvoir briser la digue de la Constitution. Ici, il n'y a pas besoin. Donc du coup, on se pose la question de savoir pourquoi il y a cette levée de bouclier. Et d'une certaine manière, ça fait soupçonner qu'il va y avoir des difficultés. D'ailleurs, dans le reportage, on le voit bien, c'est pour commencer à préparer une opération qui sera éventuellement de révision de la Constitution pour amener le mandat, pour permettre au président Paul Biya, sans doute que... il vaudrait mieux que la présidentielle se déroule avant 2 ans, parce que nous avons quand même un président qui est âgé. Peut-être qu'il y a des rumeurs de questions sur son état de santé. On a peut-être intérêt à rapprocher les élections. Mais bon, c'est une opération dans une démocratie. Lorsque on est au pouvoir depuis 7 ans, on connaît la régularité du retour de l'horloge. On peut se préparer, on peut préparer la société, et ce n'est pas tout d'un coup qu'on découvre qu'il peut y avoir changement de rythme. Ce changement de rythme-là, peut-être que c'est pour déstabiliser l'opposition. J'ai dit beaucoup de peut-être, mais c'est parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Justement, Gratien, un parti de l'opposition, lui, a lancé un contre-appel à la candidature du président Paul Biya. Pensez-vous que le président camerounais a encore des ambitions électorales après 7 mandats ? Oui, bien sûr. On ne connaît pas beaucoup d'exemples vraiment de présidents africains qui quittent le pouvoir. Même vieillis, même fatigués, même malades. C'est vraiment, on a l'impression que des fois, on a des gens qui sont au pouvoir comme des rois. Il y en a qui arrivent comme des rois qui quittent pratiquement comme les rois quand ils sont morts pratiquement. Et aujourd'hui, là, il va se présenter. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi il veut raccourcir son mandat pour se présenter aux élections. Je me dis, si vraiment il y avait un risque, s'il voyait bien qu'avec les élections qui s'organisent, il y a un risque, il a 50% de chance de gagner, 50% de perdre, il ne pourrait pas, disons, raccourcir le mandat. On veut toujours prolonger. Il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas très loin, la République démocratique du Congo, qui veut un peu prolonger. Jamais on veut raccourcir son mandat mais éventuellement comme il a dit Jean-François, qu'il a d'autres visées éventuellement. Et son âge, il devait faire le dernier mandat. Même le dernier mandat, je n'y crois pas. Est-ce qu'au moins il peut se dire qu'aujourd'hui, il a une opposition qui n'est pas encore bien organisée? Certains peuvent le voir de son côté en disant, au moment où l'opposition ne s'est pas encore organisée, moi je me lance pour gagner, et en attendant, pendant les années qui suivent, je vais voir comment, s'il y a l'opposition qui s'organise, je vais voir comment encore durer. Jean-François ? Oui, juste un mot pour dire que si l'objectif est de raccourcir le mandat, il y a un moyen très très simple de le faire. Le président est libre de démissionner quand bon lui semble. Simplement, ça va déclencher un problème d'ordre juridique et constitutionnel, qui est de savoir si, ayant démissionné, il peut se représenter. Donc, s'il veut aller jusqu'au bout de la procédure, il faudra qu'il complexifie. Donc la complexification nous attend devant. Et au Niger, Amadou, en prison à Filingue, à l'est du pays, brique pourtant la magistrature suprême du pays sous la bannière du Modern Fa Lumana, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine. Et sur les terrains, ces militants sont convaincus de ses chances. Ils veulent d'ailleurs le porter de la prison au palais présidentiel. Un défi de taille. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Niamey, Wendiam Valentin Compaoré. Hama Amadou, de la prison de Filingue à la présidence du Niger. C'est la conviction des militants du parti Modern Fa Lumana, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine qui soutient sa candidature. Détenu en prison depuis son retour au pays en novembre 2015 pour un trafic présumé de bébés, il incarne selon ses militants le vrai changement. Et en son absence, c'est le président par intérim Noma Oumarou qui porte sa voix. Ce défi est à notre portée, chères militantes et militants. Pour ce faire, il suffira à chacun de nous de récupérer sa carte d'électeur et de faire le 21 février le bon choix. Le choix qui rassure, le choix utile pour le Niger et son peuple en votant et en faisant voter massivement notre candidat, son Excellence Hama Amadou.
Farouche opposant du président sortant Issoufou Mahamadou, candidat qu'il avait pourtant soutenu au second tour de la présidentielle de 2011, il est soutenu par d'autres formations politiques, telles le Parti nigérien pour le renforcement de la démocratie, le PNRD Al-Fidjir, pour qui sa victoire est assurée. Militants et militantes du parti de Hama Amadou, hommes, jeunes, femmes, il faut démontrer à nos adversaires que celui qui se frotte à Hama Amadou s'y pique. Les arrestations et autres intimidations ne nous feront pas reculer. Arrivé troisième lors des élections présidentielles en 2011, le programme de gouvernance de Hama Amadou, qui brigue pour la deuxième fois la magistrature suprême du Niger, se résume en un Niger émergent pour une Afrique unie. Sa candidature a été validée par la Cour constitutionnelle le 9 janvier 2016. De la prison à la présidence. De la prison à la présidence. Jean-François, c'est bien évidemment une candidature pas comme les autres, celle d'Hama Amadou. Pourquoi avoir validé sa candidature et le mettre en détention ? Il était déjà en détention avant de poser sa candidature, et juridiquement, on ne peut pas, dès lors qu'il n'a pas été condamné, on ne peut pas l'empêcher de se présenter à la présidentielle. Je ne suis pas sûr que ce soit une stratégie du pouvoir, ou alors si c'est une stratégie du pouvoir, ils sont particulièrement, le pouvoir nigérien est particulièrement, particulièrement tortueux de mettre un allié en prison pour pouvoir, pour qu'il gagne les élections. Non, non. Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment une stratégie du pouvoir. La stratégie du pouvoir était de le verrouiller, et si le pouvoir avait réussi son opération, il y aurait une condamnation de première instance qui aurait été versée dans son casier judiciaire. Quand on se présente aux élections présidentielles, il faut produire son casier judiciaire. Dès lors qu'il y avait une condamnation dessus, il pouvait être disqualifié. Ça n'a pas été le cas. Ou alors, si c'est une stratégie du pouvoir, il a échoué. Mais on a là une difficulté, quelque chose qui est entre le droit et l'éthique politique. Je constate simplement qu'il est candidat, que manifestement il a des soutiens. Si la campagne se poursuit et qu'il finit par gagner, ça pourrait produire un résultat curieux. Mais bon, il a le droit de se présenter, il se présente. Donc vous pensez qu'il a des chances, même en détention ? Pourquoi pas, dès lors que ce n'est quand même pas n'importe qui. Il s'est déjà présenté aux élections présidentielles, il a figuré en troisième position, il a des soutiens, il est dans un parti, il est le chef d'un parti qui est structuré et qui est implanté au Niger. Maintenant, les choses qui lui sont reprochées sont quand même des choses qui sont relativement graves, mais la présomption d'innocence aidant, on ne peut pas aujourd'hui dire s'il est responsable, s'il est coupable de ce dont on l'accuse ou non. Mais il y a cette curiosité qui n'est pas la première fois. Vous savez, je disais tout à l'heure que la plus grande figure de ce cas de figure que nous avons vu, c'est Gbagbo. Lorsque Gbagbo, de sa prison, son parti avait souhaité faire de lui le candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, nous allons encore avoir d'autres surprises de ce type-là. Ça ne grandit pas le débat en Afrique, ne serait-ce que lorsque c'est une manœuvre du pouvoir, comme vous l'avez évoqué. En marge de cela... C'était une question, Jean-François. Enfin, comme vous vous êtes interrogé, je le pose comme affirmation. Non, je vous ai interrogé. Oui, comme vous m'avez interrogé, je le pose comme affirmation, non pas comme affirmation, mais comme proposition. Mais nous sommes quand même dans un contexte nigérien où il y a eu toute une série d'arrestations ces derniers temps, où il y a eu plusieurs personnes qui sont en prison, notamment des candidats, des futurs candidats ou potentiels candidats. Le climat est un climat d'élection plutôt délétère, me semble-t-il. Gracien, peut-être revenir sur cette affaire, ce trafic d'enfants dont est accusé Hama Amadou. Il clame toujours son innocence, mais il refuse toujours de se soumettre au test ADN dans un tel contexte. Comment peut-on espérer sortir de cette affaire ? Il y a les faits. S'il refuse de se soumettre au test, c'est qu'il sait éventuellement qu'il y a un problème qui risque de s'opposer, parce que le test ADN, c'est un test, c'est technique, c'est-à-dire il y a des preuves qui sont matérielles. Donc, éventuellement, qu'il peut être coupable avec ces tests, disons qu'il peut être désigné. Ils auront les preuves, mais ce qu'on peut se dire, c'est que il a joué, il s'est présenté, il se présente, et en même temps, c'est que le pouvoir aussi libère les autres, au moins en
qui sont à liberté provisoire, qui étaient dans la même affaire que Mamadou, mais lui, il reste en prison. Il se présente en tant que victime de ce pouvoir. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui aiment bien voter pour les gens qui sont passés par la prison. Beaucoup de présidents africains sont passés par la case de prison. On peut prendre, il y a Mandela, il y a même au Burundi, il y avait Ndadaye, il y a d'autres. Et il y a des gens qui se disent, finalement, ces gens, ils sont proches de nous parce que nous, on a des gens, des amis, des autres qui sont passés par la prison, éventuellement qui ont subi une injustice. Et de cette façon, il peut gagner. Vous pensez que ça pourrait lui être bénéfique? Bien sûr, oui, il peut gagner des voix, même sans se présenter, en laissant faire la campagne. Les autres, ses militants, lui, en restant en prison, il peut gagner les élections de cette façon. Et ça serait vraiment un vrai problème juridique. Et s'il gagne les élections et que le jugement est rendu, il est coupable, là, on aurait un vrai casse-tête pour les Nigériens. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.